Place aux actes maintenant, et c'est l'objet de la 4e partie, que faire? Qu'on ne se complaise pas à se promener dans les ruines françaises pour y pleurer ne signifie pas qu'il ne faille pas prendre la mesure du danger de mort qui nous fait face. Nous sommes devant quelque chose de sombre, de noir, de violent, dont le terrorisme n'est qu'un des aspects, la pointe la plus empoisonnée, mais qui engage notre destin en tant que nation, en tant que civilisation. Ça ne tiendra pas. Voilà, la coexistence de peuples qui ne possèdent pas la même culture, la même religion sur un même territoire, ça ne durera pas. À terme, il y aura une guerre civile étrangère, une guerre étrangère intérieure, comme on voudra, dont les prémices sont délivrées par les attentats, précisément. Et c'est donc la France en son entier qui était visée le 13 novembre. Et d'ailleurs, il y a un des rescapés du Bataclan qui le dit de façon nette et glaçante. Face à cela, je crois qu'il faut rétablir tout ensemble le sens de la crainte et de la virilité politique. Le courage, on le sait, c'est une banalité que de le dire, ça n'est pas l'absence de crainte, c'est la crainte identifiée, la science des choses à craindre, comme disait Platon, ou encore cette crainte qui maintient les mortels, disait Échille, dans le sens de la justice et de la défense de la patrie. Il faut identifier les dangers, puis les affronter avec virilité. Alors, c'est pas la virilité du bourrin de baston du samedi soir. Il faut des soldats, il faut des gens capables de se battre, y compris physiquement, mais il faut aussi des cerveaux, des gens courageux, et un type gaulé comme Michel Blanc peut très bien l'être davantage qu'une marmule. Donc, il faut rétablir la virilité politique face à ce qui s'avance vers nous. Et d'ailleurs, oui, je crains que ça ne suffise pas. Ça, c'est une cible. Pour nous, ça, c'est un cœur, un gros cœur. Et sur ce cœur-là, on peut rien faire. Voilà. Ça, c'est le message de la musique. Ce cœur-là, il est plus fort que tout. Alors écoutez, messieurs de Daesh, les tireurs de ficelles, écoutez bien ces sons. Écoutez cette musique et j'espère qu'elle va vous déranger au plus profond de votre cœur. Nous, on est là, on résiste. On lâchera rien. Regardez-moi, je peux vous donner mon nom, mon téléphone. Regardez-moi, je suis là, je suis face à vous. J'ai pas peur. On est plus fort que vous, on a une idée. On est une idée. On est plus fort que vous. On est la paix. Vous entendez ça? Pas la violence, pas la haine, la paix. On est plus fort que vous. Et si je tombe, un autre prendra la parole. On est plus fort que vous. Ok? À bientôt. Mais à l'antipode du spectre politique, ça non plus, ça ne suffira pas. Eh monsieur? Oui. On se connaît, nous? Non. Si, on se connaît, nous. Ah bon? Si. Rivarol? Oui, Rivarol, oui. Ouais, bouge. Aïe. Bouge. 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 Et la mort dans l'âme, je crains que cela ne suffise pas non plus. Bon, alors donc il faut se mobiliser. Mobiliser les forces vives du peuple français, rétablir la virilité politique comme je le disais, mais ça bien évidemment, et c'est pas moi, Yannick Jaffré sur ce blog, qui vais pouvoir le faire seul, ça suppose un sursaut éthico-national du peuple français. J'en vois quelques signes, ici et là, mais c'est sûr qu'on n'y est pas encore. Donc ça, c'est la part éthique de la nationalité. Simplement, on ne peut pas se passer du politique. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'on se rapproche les uns des autres, entre patriotes de corps et d'âme, français de mœurs et de vertu, y compris pour préserver ses enfants. Moi, je le fais, hein, bien évidemment. On les préserve de ce qu'il y a de pire dans la société multiculturelle d'aujourd'hui. C'est un réflexe conservatoire et de défense parfaitement naturel, mais qui ne suffira pas. Je l'ai dit en commençant. L'identité sans le pouvoir souverain, sans l'exercice de la souveraineté, risque d'être impuissante, tandis que la souveraineté vide d'identité, eh bien, sera inconsistante. Donc il faut les deux, et moi je vais proposer, comme je l'ai dit aussi au départ, un certain nombre de mesures potentielles pour un gouvernement, alors Front National ou, encore une fois, après recomposition de la vie politique française, qui souhaiterait véritablement défendre
un concept de nationalité éthique. Mais pour cela, il faut passer par le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer ce que le droit a fait. Mais ce que le droit a fait, disais-je tout à l'heure, le droit peut le défaire. Et c'est pourquoi je propose un certain nombre de mesures juridico-politiques de nature à redonner du sens et de la consistance et de la substance à la nationalité française. Alors oui, d'abord, je dirais quelques mots de l'actualité la plus récente. Pendant 4 mois, un débat consternant. Alors là, pour le coup, optimisme de la volonté de la raison, oui, mais enfin, qui nous a permis de mesurer une fois de plus le degré de dégénérescence de nos élites. La déchéance de la nationalité, d'abord, est un dispositif parfaitement légitime en soi. Il existe déjà. Il concernait principalement les Français par acquisition, jusque-là, et devait être pris par décret. Mais en outre, il y a des dispositions dans le Code civil, les articles 23.7 et 23.8, qui prévoient un retrait de la nationalité si l'on constate qu'un détenteur de la nationalité française se comporte comme le national d'un pays étranger ou accomplit des actes ou des menées hostiles à son propre pays. Bon, donc il n'y avait pas besoin de prendre cette mesure qui était purement symbolique, stratégique, politique pour Hollande et Valls. Et puis le pire, c'est qu'ils se déballonnent en plus. C'est-à-dire que même ça, c'est encore trop pour les élites françaises. Donc, ce qu'on peut constater également, et ça a été très peu médiatisé, c'est que dans relatif secret, en tout cas en échappant à la lumière des médias, une loi a été prise le 8 mars, en l'absence de la plupart des députés d'opposition, qui, en réalité, parallèlement à cette déchéance de la nationalité qu'on prétendait constitutionnaliser, eh bien, qui, en réalité, étendait encore la logique du droit du sol. Bon, c'est pas le droit du sol au sens strict, je vais le redire dans un instant, mais la logique du droit du sol. En effet, la loi du 8 mars dernier ouvre la nationalité française à leur majorité aux personnes vivant sur le territoire français depuis l'âge de 6 ans et ayant suivi leur scolarité obligatoire en France lorsqu'elles possèdent un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française par le droit du sol. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'acquisition de la droit française par droit du sol dérivé, indirect, qui reconstitue les fratries. Voilà. Donc, si on voulait encore davantage contribuer à ce que s'installent des peuples entiers sur notre territoire, on s'y prendrait pas mieux. Ce qui est amusant d'ailleurs, pour terminer sur ce point un peu d'actualité, c'est que au moment où les élites françaises étaient glacées soit de leur audace, soit horrifiées par la mesure portant d'échéance de nationalité française, nos amis algériens interdisaient l'accès à la haute fonction publique aux binationaux. Alors là, pour le coup, il s'agit vraiment de créer 2 catégories de citoyens, puisque c'était l'argument qui était opposé aux partisans de la déchéance de la nationalité. Bon, donc, voilà l'état des lieux et l'état des consciences politiques. Que faut-il faire? Bon, je ne prétends pas à l'originalité pure, il y aura simplement peut-être quelques angles un peu différents. Il faut arrêter l'immigration. Première chose, c'est nécessaire. Deuxième chose, c'est possible. Dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore entendu ça récemment, vous avez des experts autoproclamés généralement, des démographes du CNRS qui viennent vous expliquer que le phénomène migratoire est inexorable, qu'il a quasiment la force d'un phénomène naturel, d'un typhon, d'un cyclone. Il y en a encore un là récemment qui a déclaré que un pseudo-philosophe, bon peu importe, qui a déclaré que l'armée la plus puissante du monde n'empêcherait pas les migrants d'arriver. Bah si mon gros, elle les empêcherait d'arriver. La réalité, c'est que les migrants font des calculs rationnels. Ils vont là où ils ont avantage à aller, que ce soit en termes de perspectives de travail ou d'aide, puisque là on est plutôt dans une migration d'aide sociale et de peuplement que de travail. Si on dresse face à eux un mur qui n'a pas nécessairement à être un mur physique, mais un mur de douane, un mur de puissance publique, eh bien, ils ne viendront plus. Voilà, tout simplement. Donc il faut rendre l'immigration résiduelle sous peine de mort à terme pour le peuple français. La deuxième chose, c'est qu'il faut supprimer le droit du sol. Alors la logique du droit du sol, parce qu'en réalité c'est le double droit du sol, peut devenir français, un Français né de parents étrangers, eux-mêmes nés sur le sol français, ça garantissait un certain temps, disons, ce temps de l'assimilation précisément nécessaire pour que les étrangers s'acclimatent et deviennent français.
Mais l'acquisition de la nationalité par naissance et résidence fait office de droit du sol, c'est-à-dire qu'il y a une automaticité. Bon. Même si, effectivement, ça n'est pas absolument automatique, il faut constater un certain nombre d'éléments, d'années de résidence, et puis à 18 ans, eh bien, l'impétrant peut prétendre à la nationalité française. Il faut également d'urgence supprimer le regroupement familial, dont j'ai dit quelques mots en commençant. Alors, oui, c'était au départ un décret, c'est l'arrêt... oui, le Conseil d'État, en 78, fait de ce décret de 76 un principe général du droit, supra-réglementaire et infra-législatif. Et puis ensuite, il y aura toute une jurisprudence, tout un droit prétorien qui va, au fond, consolider encore le droit au regroupement familial. Il s'appuie sur le préambule de la Constitution de 1946, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui porte droit à mener une vie familiale normale. Bon, il faut impérativement en finir, il y a tout à fait les moyens de le faire, simplement, et là je rappelle que il faut la souveraineté pour préserver l'identité, ça ne se fera pas dans le cadre du droit de l'Union européenne. Le droit du Conseil de l'Europe, la Convention, permettrait, il y a une clause de souveraineté qui permettrait à chaque État d'évaluer la politique qu'elle entend mener en termes migratoires, mais la libre circulation des personnes, avec celle des biens et des capitaux, est vraiment l'article premier du credo européiste, et il est au cœur de tous les traités, et par conséquent, la France n'a pas le pouvoir d'y revenir, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui voudrait, dans le cadre des traités européens, supprimer le regroupement familial ne le pourrait pas. Donc, première solution, on négocie, on prétend obtenir des mesures dérogatoires. Les Anglais en ont quelques-unes, bien sûr, mais ça tient à leur position très particulière dans l'histoire de l'Union européenne. À mon avis, ça serait une perte de temps, des négociations interminables. Il faut sortir de l'Union européenne, c'est la seule solution, et donc sortir de toute la jurisprudence issue des traités. Bon, il faut dire que la responsabilité n'est pas uniquement celle de l'Union européenne, c'est celle de nos élites qui précisément ont projeté leur goût pour l'irresponsabilité et leur mépris du peuple sur cette structure. Mais au départ, c'est le Conseil d'État français qui fait du décret gouvernemental portant droit au regroupement familial un principe général du droit, et c'est un gouvernement français qui prend cette décision, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, concernant l'Union européenne, pour le dire quand même, bien que je lui consacrerai sans doute plus longuement un prochain entretien, à ce niveau de la compétition, il ne s'agit même plus d'être euro-réaliste, d'être eurosceptique ou d'être europhobe, il faut être eurovore. Il s'agit de détruire cette structure. On n'en sortira absolument pas sans cela. Et croire qu'on peut acclimater notre nationalisme français dans le contexte de l'Union européenne, c'est une impasse. Et puis alors, quand on voit la politique menée par la même Union européenne vis-à-vis de la Turquie, qu'elle inonde de milliards pour retenir des migrants qu'elle fait tout de même passer, à laquelle elle promet une adhésion qui, alors là, pour le coup, à mon avis, serait le coup de grâce pour cette structure bourgeoise démocrate chrétienne qui n'a aucune espèce de consistance, on a tout lieu de considérer que définitivement le verre était dans le fruit, d'ailleurs moi je le pense depuis le traité de Rome, il n'y a rien à en tirer, strictement rien. Sur la double nationalité, bien évidemment que le principe en est insupportable. J'évoquais Jamel Debbouze il y a quelques minutes, avec son propos là, on ne choisit pas entre son père et sa mère, si bien sûr, en tout cas on choisit entre une nation et une autre. Toutefois, je ne serai pas partisan d'une suppression immédiate et sans plus de précaution de la double nationalité. D'abord parce que, et c'est la proposition du Front National, il s'agirait de laisser à chacun le choix. C'est une procédure libérale démocratique, individuelle, chacun choisirait de conserver ou non la nationalité française. Or, il se trouve que dans les pays du Maghreb et certains pays d'Afrique qui sont ceux qui nous concernent et nous préoccupent, eh bien, la nationalité est perpétuelle, c'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas à ses membres, y compris vivant sur un territoire étranger, vivant en France, en l'espèce, le droit de renoncer à leur nationalité. Ce qui fait que ceux qui renonceraient à la nationalité de leur pays d'origine resteraient en réalité nationaux de leur pays d'origine, tout en étant français. Et puis je crois que très peu d'entre eux choisiraient de renoncer à la nationalité française parce qu'elle leur procure trop d'avantages.
Oui, parce que quand je parle d'arrêt de l'immigration, il y a des moyens. Hein. Il y a non seulement le contrôle aux frontières, hein, je reviens un peu en arrière, mais il y a aussi la suppression des pompes aspirantes, comme on dit fréquemment, allocations, système d'aide, CMU, etc. Bon. Donc je ne crois pas opportun de supprimer la double nationalité en l'état actuel. Il faut attendre de voir comment les événements se déroulent. Ça peut aussi être un moyen, le fait d'avoir des binationaux, eh bien, de les renvoyer éventuellement dans leur pays. Et on peut tout à fait imaginer, il s'agit de créer un climat remigratoire, parce que moi je n'ai pas le fantasme du renvoi massif, hein, qu'on me comprenne bien. Ça ne serait pas possible, si vous voulez. Mais pour autant, il faut créer un climat de remigration et d'une certaine manière, il y a un grand nombre de mesures qui, à mon avis, conduiront un certain nombre d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, d'Africains à rejoindre la patrie de leur père si le climat en France leur devenait moins propice. Puisque précisément, ils ne sont pas assimilés. Bon, voilà, j'y peux rien, hein, et tout l'indique. Bon, concernant la double nationalité, il y a une autre mesure qui pourrait être prise, c'est-à-dire une mesure, là pour le coup, d'État. La nation française en majesté pourrait interdire la double nationalité, constater qu'un certain nombre de ses ressortissants conservent la nationalité d'un pays étranger, en vertu de la nationalité perpétuelle, que j'évoquais tout à l'heure, et leur retirer la nationalité française. Hein. On ne ferait pas des apatrides, là d'ailleurs. Hein. Pas plus d'ailleurs qu'on ne ferait des apatrides avec les enfants nés de parents étrangers sur le sol français, puisqu'ils choisissent la nationalité française à l'âge de 18 ans. Dans l'intervalle, ce ne sont pas des apatrides. Hein, donc, et puis par ailleurs, il y a un statut des apatrides qui est relativement protecteur au plan international. Chevènement l'a rappelé. Oui, tiens d'ailleurs un petit mot sur Chevènement, puisque j'ai évoqué mon passage par chez lui. Alors là, c'est très très amusant de l'entendre, Chevènement, parce qu'à certains moments, il est très... il veut étendre la naturalisation, il est très très assimilateur, un peu à l'ancienne. Hein, bon. Et puis il y a d'autres moments où il est capable de dire que, par exemple, les manifestants avec drapeau algérien, marocain, tunisien, au moment de la victoire d'Hollande en mai 2012 sur la place de la Bastille, sont des Français de papier. Mais il ne suffit pas d'être un Français de papier, comme on dit, hein, pour être Français. Hein, on peut bien avoir les papiers qui établissent que vous avez la nationalité française. Si vous ne vous sentez pas membre du corps qu'est le peuple français, vous n'êtes pas vraiment français. Vous êtes un Français de papier. Il avait même dit antérieurement que les peuples algériens, dans le contexte de la guerre d'Algérie qu'il a accomplie, n'étaient pas miscibles, c'est-à-dire ne pouvaient pas se mélanger. On se demande pourquoi ils le seraient davantage aujourd'hui. Bon, je dirais un mot aussi des procédures de régularisation. La loi du 8 mars encore, dans son article 13, prévoit que toute personne en situation irrégulière, malade sur le territoire français et pouvant prouver qu'il ne recevrait pas des soins équivalents aux caractéristiques du système de santé français dans le pays dont il est originaire, eh bien, et qui donc il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié, eh bien, dans ces cas-là, il pourrait obtenir une carte de séjour et être régularisé. On ne peut pas dire mieux que la France est vraiment sommée là d'accueillir toute la misère du monde. Et puis en plus, comment vérifier que cette offre de soins insuffisante eh bien, justifierait la régularisation en question. Oui, alors sur l'expulsion, l'article 33 chamboule le dispositif de lutte contre l'immigration irrégulière. Il supprime la rétention administrative de 5 jours pendant laquelle le préfet peut décider de garder un étranger en situation régulière, un clandestin, en rétention, le temps d'organiser son départ. Cette durée passe à 48 heures. Il s'agit encore de fragiliser l'action de l'État. De façon plus générale, il faudrait faire reglisser vers l'instance administrative le traitement des étrangers en situation régulière, des clandestins. L'instance judiciaire est bien plus protectrice et bien trop protectrice dans ce cas-là. Et puis revoir de fond en comble effectivement les conditions d'attribution du droit d'asile, qu'elles soient totalement résiduelles, ça me paraît le bon sens le plus élémentaire. Enfin, au cas où un gouvernement national, de défense nationale, accéderait aux plus hautes responsables, accéderait au pouvoir, bon, il faudrait impérativement qu'il opère un certain nombre de révisions constitutionnelles, mais je crois qu'il faudrait d'abord réviser les révisions, puisque depuis 15 ans, la Constitution est devenue un véritable dépotoir. On réforme la Constitution, passez-moi l'expression,
l'expression comme une envie de pisser. Raffarin, il fait inscrire l'organisation décentralisée. Je crois qu'il y a eu le principe de précaution. C'est n'importe quoi. Bonaparte disait qu'une constitution devait être courte et obscure. Je dirais plutôt qu'elle doit être courte et claire, comme ceux qui ont lu la Constitution de 1958 peuvent le vérifier. Ça se lit en 25 minutes, c'est parfaitement clair, c'est limpide, c'est assez majestueux en plus. Article 3, la République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est à la fois très beau et très essentiel. Et puis, il faudrait aussi réformer la composition et le recrutement du Conseil constitutionnel lui-même, qui doit revenir, ce qui n'aurait jamais cessé d'être, une instance de contrôle, mais de contrôle qui soit aux mains de véritables juristes, de spécialistes et pas de politiques. Alors le problème se poserait de la composition du tout premier, il faudrait peut-être imaginer un concours, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il faudrait que les membres soient comme ceux de la Cour suprême, même si le Conseil constitutionnel n'aurait pas la fonction de la Cour suprême aux États-Unis, soient inamovibles, c'est-à-dire soient nommés à vie, et ensuite recrutés par cooptation depuis l'intérieur du Conseil constitutionnel. Mais il faut en virer les anciens présidents et les politiques nommés par eux. Voilà quelques mesures qui me semblent de nature, au cas où un gouvernement de défense nationale accéderait au pouvoir, de traiter cette question de la nationalité. Après, bien sûr, si la situation devait évoluer de manière totalement imprévisible, et ça c'est l'histoire, le propre de l'histoire c'est de ne pas être totalement prévisible, si on devait être face à des situations de guerre, bien des choses qui paraissent inconcevables aujourd'hui deviendraient possibles. Oui, évoquant la possibilité de la guerre, je voudrais revenir sur un point que je viens d'aborder pour apporter une précision. Quand j'indique qu'on peut concevoir qu'un jour l'État français décide de supprimer la double nationalité, purement et simplement, sans procédure de choix libérale, individuelle, et qu'il pourrait alors constater qu'un certain nombre de ses ressortissants conservent la nationalité d'un pays étranger, puisqu'il ne leur est pas permis d'y renoncer dans leur autre pays, il s'agit véritablement d'une mesure qui se situe, je dirais, une semaine avant la guerre civile. Effectivement, c'est une mesure politiquement extrêmement brutale. À mon avis, il ne serait pas idiot de la prendre juste avant que la situation ne finisse par totalement dégénérer. Mais ça serait une manière de constater la séparation. Bon, ce qui ne signifie pas que les nouveaux mononationaux, ceux qui n'auraient plus la nationalité française, cesseraient d'être protégés par un certain nombre de droits qui sont ceux des ressortissants étrangers dans notre pays. Mais effectivement, ça crèverait l'abcès. En revanche, il est certain que c'est une mesure qui dépend des circonstances historiques. Mais en revanche, je persiste à penser que supprimer la double nationalité dans le contexte actuel avec une procédure de choix individuel serait une mauvaise mesure.